Bonjour et bienvenue dans ce 12-13 dont je vous donne tout de suite les titres. Le naufrage d'un chalutier dans la Manche ce matin dans une mer démontée. 2 marins sont portés disparus malgré la rapidité des secours. 900 morts, 3000 blessés et 1 million de déplacés. C'est le bilan de la guerre entre Israël et le Hezbollah dressé ce matin par le gouvernement libanais tandis que les combats reprennent de plus belle. Chiche, et si nous nous mettions tous à fumer de la chicha? Une tendance très à la mode, à Paris en particulier, dans les bars chics et branchés. La météo et l'ami Jean-Marc Swamy de nous promettre désormais un été automnal. Le détail de ses prévisions à la fin de ce journal. Le chalutier qui a sombré ce matin dans la Manche, au large de Barfleur, était baptisé la déesse des flots. Elle a coulé par 40 mètres de fond. Paul Labrosse. C'est une course contre la montre, sans répit. Presque 6 heures après le naufrage, les recherches continuaient encore au large de Barfleur, mais l'espoir de retrouver en vie les 2 marins portés disparus s'amenuise. Hier, vers 3 heures du matin, le chalutier déesse des flots a chaviré alors qu'il était en train de pêcher. Ce chalutier s'est enfoncé par l'arrière. Les membres d'équipage, les 4 marins pêcheurs qui étaient à bord, ont été vraisemblablement éjectés. On a une température de l'eau à 18 degrés aujourd'hui, qui définit 2 limites. Pour une personne avec une faible résistance, cette limite est de l'ordre de 5 heures, et pour une personne avec une résistance beaucoup plus forte, elle est de l'ordre de 12 heures. Malgré une mer agitée, l'un des 4 marins a pu être repêché sain et sauf par ce navire. Une autre embarcation a récupéré un 2e homme, mais les 2 derniers n'ont pu être retrouvés malgré des recherches aériennes et en mer. D'ici ce soir, un chasseur de mines de la Marine nationale se rendra sur zone. À son bord, un mini sous-marin capable de plonger en profondeur. L'épave repose par 40 mètres de fond. Et sachez que le parquet de Cherbourg vient d'ouvrir une enquête sur ce naufrage. Le trafic ferroviaire entre Bordeaux et le sud-est de la France interrompu pour 24 heures. 150 mètres de rails sont détruits après une collision près de Nîmes entre un TER et 2 ânes qui erraient sur la voie. Hélène Archia et Marc Dely. Un TER hors de ses rails, la conséquence d'un freinage d'urgence provoqué par la présence sur les voies d'animaux en liberté. Des ânes domestiques qui se sont visiblement échappés de leur enclos et qui ont surpris à 5h20 ce matin le conducteur d'un TER circulant entre Nîmes et Montpellier. Malheureusement, en fin de son freinage d'urgence, la locomotive a sauté les rails et s'est mise en crabe, et ce qui a conduit donc au déraillement que l'on voit. Un gros freinage sans conséquence pour les passagers du TER, mais qui par contre provoque d'énormes perturbations sur tout le trafic du sud de la France. En effet, le déraillement s'étant produit sur les 2 voies de circulation, aucun train ne passe entre Nîmes et Montpellier. Bonjour mesdames. Pour la destination de Lyon-Pardieu, on peut y aller ou pas? Oui, alors il parle de mettre le TGV de parvenir aux alentours de midi pour Paris. Une cinquantaine de bus assurent pour l'heure le transfert des passagers bloqués depuis la nuit entre Montpellier et Nîmes. Le trafic, quant à lui, ne reprendra qu'au compte-gouttes et pour le moment uniquement en direction de Toulouse. La SNCF espère pouvoir réparer les 2 voies endommagées d'ici demain. En attendant, il est fortement conseillé de reporter son voyage. Ne jamais donner son code bancaire, c'est ce que les banques conseillent à leurs clients. Encore faut-il ne pas avoir affaire à de vilains escrocs qui se font passer pour des agents EDF ou de la Caisse régionale d'assurance maladie. Car avec un tel sauf-conduit, bon nombre de retraités s'y sont laissés prendre. Hakim Abdelkadek. Il ne s'était pas méfié. Il y a quelques jours, Marcel Perras reçoit la visite d'un faux agent de la Caisse régionale d'assurance maladie. On lui promet une revalorisation de sa retraite. Naïvement, il donne sa carte bancaire. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin de mon numéro de compte pour que la CRAMA puisse faire le plus rapidement possible le versement auquel j'avais droit, disait-elle. Résultat, 11 000 € volés. À la Caisse régionale, la méthode est désormais connue. Ces derniers mois, plus d'une dizaine de personnes retraitées ont été abusées. Il y a une confiance absolue et les personnes remettent les coordonnées bancaires. Une personne se présente en se faisant passer pour quelqu'un de la CRAM en disant qu'il y a quelque chose à vérifier sur le dossier. C'est impossible que ce soit un agent de la CRAM. Les escrocs ont l'imagination fertile. Agents du recensement, employés de Gaz de France, plombiers, policiers, leurs fausses identités sont multiples.
En cas de sérieux doute, refuser de répondre à la sollicitation du démarcheur en restant dans son domicile et en vérifiant auprès de l'administration ou du service concerné par téléphone auprès d'eux, voir s'il y a bien une société qui vient démarcher à domicile. Les victimes ont presque toujours le même profil, des personnes âgées, vulnérables et isolées. 900 morts, 3000 blessés et 1 million d'habitants déplacés. C'est le bilan de 3 semaines de guerre entre Israël et le Hezbollah. Des chiffres avancés par le gouvernement libanais ce matin, tandis que les bombardements israéliens ont repris de plus belle au sud. Alexandra Marie. Ces soldats israéliens s'apprêtent à franchir la frontière avec le Liban. Cette nuit encore, les unités d'artillerie de Tsahal ont poursuivi leur offensive terrestre au sud du pays. Avant son départ, ce lieutenant avoue qu'il craint le pire. Toute cette opération s'avère très dangereuse pour nous. Et je suis sûr qu'il y aura des blessés et des morts parmi nous. Et ce matin, les combats continuent. Ehud Olmert a déclaré qu'Israël était très proche de son objectif. Les 10 000 soldats en opération au Liban doivent instaurer une zone de sécurité d'au moins 8 km le long de la frontière. En plus des offensives terrestres, Israël a repris ses frappes aériennes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. En réponse, la milice chiite a tiré 19 roquettes sur le territoire israélien. Dans les rues de la capitale libanaise, qui reprennent vie peu à peu ce matin, les habitants expriment leur colère. Honte sur le monde arabe. Ils regardent les bombardements sur Beyrouth sans rien faire. Nous n'avons pas fermé l'œil de la nuit à cause des avions. La résistance et Nasrallah n'épargneront aucun juif. Selon l'organisation humanitaire Human Rights Watch, le bombardement israélien sur Cana n'aurait pas fait 52 morts, mais 28. Au 23e jour du conflit, le gouvernement libanais a annoncé un bilan de 900 morts et 1 million de déplacés, soit le quart de la population libanaise. Ce matin, le ministre français de la Santé, Xavier Bertrand, est arrivé à Beyrouth pour apporter une aide d'urgence et évaluer les besoins humanitaires du pays. Et pendant que le Conseil de sécurité de l'ONU hésite à prendre une vraie position, l'organisation de la conférence islamique qui vient de convoquer une réunion d'urgence en Malaisie appelle ce matin à un cessez-le-feu immédiat au sud Liban. Dans le même temps, les dirigeants des pays musulmans affirment, je cite, qu'ils sont outrés face à la partialité flagrante dont fait preuve la communauté internationale dans ce conflit. Quant à l'autre initiative, quant à l'autre offensive israélienne dans la bande de Gaza, elle a conduit Tsahal à mener des raids aériens et des tirs d'artillerie ce matin. Bilan 8 Palestiniens tués, parmi lesquels 2 civils, dont un enfant de 12 ans. Jérusalem, qui cherche toujours à récupérer le caporal Gilad Shalit, fait prisonnier par un commando palestinien voici un peu plus d'1 mois. Nos envoyés spéciaux Jean-Marc Pitt et Denis Basson-Pierre viennent de rencontrer sa famille au nord d'Israël. Il y a 40 jours, le caporal Shalit était enlevé par un commando palestinien à proximité de Gaza, mais en territoire israélien. Et la capture de ce jeune homme, qui prendra 20 ans à la fin de ce mois, allait indirectement déclencher l'une des plus graves crises qu'ait connue le Proche-Orient. Hier, alors que la guerre faisait rage au Liban, le Premier ministre israélien a pris le temps de recevoir le père de Gilad, ainsi que les parents des 2 soldats enlevés au nord d'Israël par le Hezbollah. Une rencontre dont M. Shalit attendait beaucoup. J'ai été déçu que le Premier ministre n'ait rien à m'annoncer, surtout après 40 jours, surtout après toutes les rumeurs que les médias ont relayées. J'espérais des nouvelles du retour de mon fils. Les frappes puis l'invasion du Liban Sud par les troupes israéliennes ont bien sûr occulté l'histoire du jeune caporal. On a oublié Gaza, où les opérations militaires israéliennes ont pourtant continué, au profit de la frontière nord d'Israël, que franchissent des troupes toujours plus nombreuses. Et la guerre que mène l'État hébreu ne peut que changer les priorités du gouvernement au détriment de Gilad Shalit. Voyez-vous, le gouvernement pourrait toujours faire davantage. Le problème, c'est que cette guerre ici, dans le Nord, a changé un peu l'agenda national et a dû affecter les efforts pour libérer mon fils. J'espère que ça va se terminer rapidement et qu'on pourra reprendre toutes les tractations pour libérer Gilad, mais également les 2 autres soldats détenus au Liban. La guerre, le père de Gilad la vit aussi comme tous les habitants du nord d'Israël soumis aux constantes alertes et aux tirs de missiles du Hezbollah.
Je crois que ce sont des katyushas. Je ne suis pas un analyste politique ou militaire, mais il était prévisible que cette confrontation allait arriver. Le Hezbollah piaffait à la frontière et faisait des provocations depuis 6 ans, depuis le retrait israélien du Liban. D'une façon ou d'une autre, si l'on en croit son père, le soldat Shalit aurait pris part à cette guerre. En France, près de Lyon, à Écully, la police technique et scientifique est très fière de vous présenter sa toute nouvelle unité de génotypage ADN. Un équipement qui va lui permettre de traiter 13 000 échantillons d'ADN par mois. Sur les traces de ses experts tricolores, Sylvie Cosolino et Édouard Blaise. Michel Savard est ingénieur en biologie moléculaire. Sa spécialité, l'analyse ADN. C'est lui qui, en 1997, à Pleine Fougère, en Bretagne, organise les prélèvements dans le cadre du meurtre de la jeune Anglaise Caroline Dickinson. De cette affaire et d'une autre, celle du tueur en série Guy Georges, naîtra le fichier des empreintes génétiques. Dans un premier temps, nous avions dû prélever des individus entre 15 et 35 ans. Et ensuite, on avait fait une deuxième série de prélèvements entre 35 et 65 ans. Et ensuite, on avait élargi sur la zone de Bretagne et Normandie. Et au final, on a fait 3500 analyses pour cette affaire. Mais encore faut-il analyser rapidement et en grande quantité l'ADN contenu dans les cellules buccales. À Lyon, la police scientifique en est aujourd'hui capable. Sa nouvelle chaîne automatisée réalise jusqu'à 13 000 profils génétiques par mois. L'équipement, unique en Europe, demande des conditions d'utilisation très pointues. On vérifie les pressions des salles blanches pour éviter donc le risque de contamination entre les échantillons. On vérifie également la température qui a une influence sur les résultats et l'hygrométrie pour éviter les effets d'électricité statique qui sont gênants donc pour l'analyse en fait. C'est l'extension du fichier des empreintes génétiques de 2003 qui a accéléré la mise en place de cet équipement. Désormais, il figure toutes les personnes impliquées dans des faits de violence et plus seulement celles condamnées pour viol ou homicide. Nous faisons 2 analyses par individu. Et nous avons 2 chaînes donc analytiques qui travaillent de façon rigoureusement identique et l'on envoie nos résultats au fichier national d'empreintes génétiques que lorsqu'il y a une coïncidence totale entre les résultats issus des 2 chaînes. La police scientifique annonce 85% de fiabilité. Quant à la marge d'erreur, elle s'explique. Il s'agit de prélèvements incomplets effectués par les enquêteurs sur le terrain. Tôt ou tard, la France interdira le tabac dans tous les lieux publics. La proposition de loi figure dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Mais en attendant, la récolte du tabac vient de commencer dans le département du Lot, une culture essentielle pour son économie. Serge Ourioux et Pierre Michel. 7h du matin, Gaïc de Rigagnac dans le Lot. La récolte du tabac de Virginie a repris. Contrairement aux autres agriculteurs qui pratiquent la polyculture, ici le tabac n'est pas une culture d'appoint, c'est le poumon de l'exploitation. C'est notre principal revenu, 70% du chiffre d'affaires de l'exploitation. Parce que nous sommes des exploitations de petites structures et il nous faut faire des cultures à haute valeur ajoutée pour arriver à avoir un revenu intéressant. Regroupés en coopérative, les 467 producteurs du Lot et de l'Aveyron travaillent sur plusieurs variétés comme ici du Virginie ou du Burley. En France, 23 000 tonnes de tabac sont produites chaque année sur la totalité des 4 000 exploitations. Une goutte d'eau dans le marché mondial, au premier rang duquel figurent la Chine, le Brésil et les États-Unis avec des tonnages autrement supérieurs. Mais la France joue crânement sa carte qualité du produit. La qualité du tabac lotois, c'est le terroir déjà, et puis le savoir-faire. C'est déjà faire attention au taux de nicotine. C'est-à-dire par rapport à la recherche qui est faite au niveau tabacole, on essaye d'avoir un tabac qui n'est pas chargé en nicotine. La norme française Agri-Confiance permet une traçabilité du tabac du champ jusqu'à la fabrique de cigarettes, une garantie supplémentaire pour tous ceux qui ont fait le pari de cette culture aidée. Peut-être allez-vous profiter des vacances pour vous asseoir dans un bar chic et branché et goûter à la chicha pour la première fois. Mais attention, si le narguilé prête à la convivialité, la pipe méditerranéenne n'en est pas moins nocive pour la santé. Maroussia Renard et Jean-Michel Mière ont suivi une équipe de la Pitié-Salpêtrière à Paris qui s'intéresse de près à cette toute nouvelle tendance. Narguilé, chicha. Quel que soit son nom, cette pipe à eau séduit de plus en plus.
Du tabac aromatisé aux fruits, chauffé par du charbon et filtré par de l'eau. Une manière de fumer dépaysante qui vient du Maghreb et du Moyen-Orient. C'est lors d'un voyage en Égypte. Et voilà, j'étais parti dans un centre de plongée, tout ça. Et puis c'est vrai qu'en Égypte, là-bas, c'est tradition. C'est la tradition. Maxime et Sébastien viennent ici régulièrement se détendre autour d'un narguilé. Pour ces habitués de la cigarette, la fumée de la chicha semble moins nocive. Là, c'est sucré, c'est épicé, la cigarette est beaucoup plus fade, on devient beaucoup plus fade, sent mauvais, alors que là, ça parfume, ça n'a rien à voir. La chicha, c'est vraiment de temps en temps, comme ça, c'est un petit plaisir, quoi. Malheureusement, les cigarettes, c'est devenu un peu un vice, une habitude. Mais... Une habitude, le narguilé pourrait bien le devenir. À Paris, en 5 ans, 160 bars à chicha ont ouvert leurs portes. Un engouement qui inquiète les spécialistes. Le professeur d'Otzenberg travaille sur la question depuis 6 mois. Ses premières recherches portent sur la manière de fumer le narguilé. Le danger, c'est la quantité de fumée inhalée. À chaque bouffée, à chaque fois que l'on tire sur la chicha, il y a une grande quantité de fumée qui vient dans le poumon. Et en gros, chaque bouffée de chicha, ça équivaut à 1 à 2 cigarettes au point de vue volume de fumée. Même s'il se fume à plusieurs, un narguilé entier dégage autant de gaz toxiques que 2 paquets de cigarettes. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, cette pratique constitue un risque sanitaire sérieux. Crise viticole ou pas, les vignerons corses aimeraient bien vendre davantage de vin corse, souvent assimilé à de petits vins de pays. Ce qui ne signifie pas qu'il manque de qualité gustative, bien au contraire. Reportage sur l'île de Beauté, Hervé Guéquière et Charles-Henri Carlier. C'est bon, il n'y a pas de rhélium, non? Les conseils avisés du patriarche à ses fils. Tâchez d'enlever les grappes où il y a eu de la grêle, tant qu'à faire. Vigneron depuis 26 ans à Patrimonio, Antoine Arena bichonne ses 14 hectares de plantation. Beaucoup de travail, aucun produit chimique, un bon terroir et des techniques originales. Par exemple, la vendange en verre, c'est-à-dire enlever le surplus de raisin pour améliorer la qualité du vin. Ça fait un peu mal au cœur parce que, vous savez, on travaille toute l'année pour produire un fruit, de le jeter. Mais comme je dis aux enfants, quand on est bourgeonne, il faut s'imaginer le verre de vin. Et quand on a le verre de vin, il faut s'imaginer être devant un pied de vigne et faire tomber des raisins. Parce qu'on a moins de remords à faire tomber les raisins dans ces cas-là. Joachim, est-ce que vous voulez que je vous envoie les gars de la vigne? Si jamais vous prévoyez pour faire un côté là, et le devant le fera après. Malgré les apparences, Yves Canarelli est également viticulteur à Figari, extrême sud de la Corse. Grand souci du moment, la construction d'un nouveau chai immense et très cher. 1 200 000 €, subventionné à 37%. Même si je fais un bâtiment comme ça, qui est très gros, qui est très beau, qui est tout ce que vous voulez, avant tout c'est le raisin. Pas perdre de vue ça. Le danger d'un bâtiment comme ça, c'est que c'est un bâtiment où je vais pouvoir maîtriser la technique à 110%. Ça, c'est le danger. Le raisin et la terre. Yves Canarelli plante, fait des essais, analyse les sols. Pour lui aussi, le but, c'est la qualité. Seule solution pour sortir de la crise viticole. Je pense qu'aujourd'hui, si on ne fait pas du bon vin, on est mort. Très rapidement. Alors, ça peut tenir quelques temps, ça peut être artificiel quelques années, mais le consommateur, aujourd'hui, vous ne le trompez pas. Retour à Patrimonio. Dans la famille Arena. Les fils d'Antoine ont bien l'intention de suivre la voie de leur père et de progresser, encore et encore. Dans la région, il y avait surtout la culture de la vigne, mais pas vraiment la culture du vin, de la vinification. Il faut savoir observer dans la vigne, mais qui est du vigneron. Un bon vigneron, c'est un bon observateur. Il ne faut pas se cacher, nous sommes à 2 minutes de Saint-Florent. Saint-Florent, on l'appelle le petit Saint-Tropez corse. Ça serait plus facile d'arracher les vignes, de faire des lotissements, de faire des cabanes de location. On y gagnerait beaucoup plus d'argent. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on n'achètera jamais, c'est notre fierté et notre conscience. De toute évidence, le bon vin corse, ça existe. Reste désormais à mieux le vendre sur le continent et à l'exporter. Pas facile quand on a la réputation de faire un produit estival qu'on oublie à la fin de l'été. Et je vous emmène maintenant faire la fête à Bayonne, des fêtes qui chaque année attirent une foule de fêtards, estimée à plus d'1 million de personnes, des jeunes pour la plupart qui transforment la cité basque en gigantesque débit de boissons et qui font couler à flot la bière
et la sangria, à tel point que les heures d'ouverture des bars sont désormais limitées pour combattre certains excès. 500 mètres carrés dédiés à des machines plus folles les unes que les autres. Ce n'est pas de la technique, mais bien de l'art. Et ça se passe en ce moment à Paris, sous la verrière du Grand Palais. Reportage de Linda Belawes et Khalida Outeil. Une catapulte. De piano, cette machine mise au point par la troupe nantaise Royal de Luxe pour un spectacle de rue en 1995 est l'exemple même de la centaine de machines exposées sous la nef du Grand Palais. Une ode au métal et au bois, un hommage à l'inutile ingénieux. Elles sont effectivement inutiles dans la mesure où on considère que l'art est inutile ou que la culture ne sert à rien. Je crois que pour être constructeur de machines et de machines de spectacle, et même de décors de spectacle, il faut avoir un petit peu de folie et avoir la capacité de rêver. Tout un monde imaginaire et des machines fantaisistes conçues pour 15 compagnies différentes. Le ventilateur à odeur diffuse des essences de pizza, de jasmin ou de cave humide. Il y a aussi des machines plus alimentaires. Celle-ci prépare une tartine de chocolat en un quart d'heure. Ou encore cette machine à croquer les pommes de Catherine Deneuve. À chaque fois, les machinistes deviennent conteurs. Catherine Deneuve approche, elle croque dans la pomme, elle recule. Et comme c'est une vedette internationale, elle se remet toujours du rouge à lèvres. Des objets en mouvement animés par des moteurs récupérés et par 20 véritables machinistes qui sont les gardiens de ce musée vivant. Voici la tempête du millénium. Ça me fait plaisir de dire aux gens, il y a autre chose que la télévision, il y a autre chose que le cinéma, il y a des gens qui font des choses super belles dans la rue. Des machines au nom poétique comme le Giro Doum Doum. Seul objet utile, la machine à applaudir. Créée pour un spectacle joué en Chine, où le public n'a pas pour habitude de frapper dans ses mains. Et dans sa machine infernale, c'est Jean-Marc Swamy qui vient de nous arriver et qui nous promet désormais un été pourri, Jean-Marc ? C'est-à-dire que sur les promesses, je vais essayer d'éviter parce que j'avais promis un mois de juillet pourri et vous avez vu ce qui est arrivé. Donc les tendances saisonnières ne sont pas tout à fait au point encore. On les utilise, mais il faut les utiliser avec parcimonie. En revanche, sur 24 heures, la météo est relativement juste. On l'a vu. Hier, je vous avais dit qu'il ferait très mauvais aujourd'hui. Et c'est le cas. Regardez la carte pour cet après-midi avec une perturbation très chaotique sur l'est du pays avec des orages, de la pluie et toujours de la neige à partir de 2200 mètres sur les Alpes. En revanche, la façade atlantique est plus ou moins protégé par un anticyclone. Attention au vent en Méditerranée jusqu'à 110 km/h. Mistral et Tramontane se lèvent. Du côté des températures, vous l'avez noté ce matin, petite laine de rigueur, de 21 degrés à Paris jusqu'à 30 degrés. Et puis sur l'est du pays, c'est très bas, de 17 à 20. Et demain, petite laine de rigueur aussi ? Exactement, c'est à peu près la même situation, encore que l'anticyclone va nous faire le plaisir de gagner un petit peu du terrain. Ceci étant, de l'eau, on en a besoin, on est en période de sécheresse, donc on ne va pas se plaindre. Regardez, c'est encore sur l'est que la perturbation circule, toujours des risques d'orage et de la neige, et surtout beaucoup de vent en Méditerranée. Merci Jean-Marc, prochain journal.